maximum au tribunal de Metz où un homme armé retient 2 juges d'instruction en otage. Il réclame la libération de son ami. Après l'électrochoc de Carpentras, la droite modérée forme un front uni contre l'extrême droite. Dans plusieurs villes de France, le Front National est mis en quarantaine. La cécité au centre d'un congrès de psychiatrie à Paris, portrait d'un comédien aveugle, une leçon de courage. Enfin, à 3 jours des élections, Ion Iliescu paraît maintenant être le futur homme fort en Roumanie. Les sondages le donnent grand vainqueur. À 19h30, portrait réalisé par nos envoyés spéciaux à Bucarest. Bonsoir, nous vous donnions la nouvelle dès 19h. Un jeune homme armé a pris en otage 2 magistrats, 2 juges pour enfants au palais de justice de Metz cet après-midi. Les précisions de Morad Aïtabouche. À l'intérieur du palais de justice, au 3e étage exactement, un homme est armé. Depuis le début d'après-midi, 15 h environ, il tient en joue 2 juges d'instruction, 2 femmes du tribunal pour enfants. Il s'agit de Catherine Bourassin et Marie-Hélène Pomarède. Selon les premiers éléments recueillis sur place, il a un pistolet de gros calibre. Ce preneur d'otage, dont on ignore l'identité, serait âgé d'une vingtaine d'années seulement. Il est grand et maigre. Ce qu'il demande, la libération de sa petite amie, en garde à vue depuis 24 heures. Le préfet de la Moselle est toujours en contact avec le kidnappeur, mais aucune information n'a filtré. Un PC opérationnel a été mis en place. Et même si à l'extérieur, la présence policière reste discrète, un groupe d'intervention de la police nationale est arrivé sur les lieux. On ne sait pas s'il risque ou non d'intervenir. Visiblement, les autorités souhaitent privilégier les négociations. Notre correspondant à Metz, Bernard Derty, qui nous a donné la nouvelle à 19h, nous appellera sans doute au cours de ce journal. Le Dauphiné libéré publiera demain dans son numéro de vendredi un témoignage anonyme lié à la profanation du cimetière de Carpentras. Le correspondant qui a refusé de donner son identité affirme être passé par hasard près du cimetière dans la nuit du 8 mai. Il a vu un véhicule, sans doute une Mercedes, immatriculée dans la Seine. Quant à l'enquête sur la profanation du cimetière juif de Clichy, elle semble progresser, Élise. 10 personnes ont été interpellées. Elles sont interrogées depuis ce matin par les policiers. Ces suspects sont tous proches des milieux d'extrême droite. Reportage à Clichy-sous-Bois, FR3 Île-de-France. Commentaire Hervé Dino. La police a entrepris une véritable plongée dans les milieux d'extrême droite pour retrouver les auteurs de la profanation de Clichy. Ce matin, une dizaine de personnes ont rejoint les 3 individus qui étaient placés depuis la veille en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle. Tout ce petit monde appartient à la mouvance des partis néo-nazis et tout particulièrement du parti nationaliste français et européen, le PNFE, qui s'est illustré en 88 par plusieurs attentats contre le magazine Globe et les foyers Sonacotra. Inculpé dans le cadre de cette affaire, Serge Lecanul, le secrétaire général du PNFE, a été relâché il y a 1 mois et demi. Claude Cornillou, le président du mouvement, est lui toujours derrière les barreaux. Affaibli par ces arrestations, le PNFE serait aujourd'hui hébergé dans un immeuble de Clichy par le comité de soutien à notre Europe, une publication qui fut longtemps l'organe de la FAN, un autre parti d'extrême droite dirigé par Marc Frederiksen et dissous en 1981 après une vague d'attentats antisémites. Manifestement, dans cette affaire, les services de police ont décidé de ratisser très large en plaçant en garde à vue des personnes simplement soupçonnées d'être des sympathisants de partis d'extrême droite, quitte à les relâcher très rapidement. À l'heure actuelle, la brigade criminelle poursuit activement ses investigations et il n'est pas exclu que dans les prochaines heures, elle procède à de nouvelles interpellations. À Royan, après l'agression d'un professeur d'histoire en début de semaine, l'enquête a véritablement démarré. Les policiers entendaient aujourd'hui les 18 familles des élèves de Christine Guillard. Et ce matin, le proviseur du collège a reçu à son tour des menaces. Le point sur l'enquête, on rejoint tout de suite sur place Dominique Chapuis. Nouveau aujourd'hui à Royan, ce sont les menaces reçues hier par le frère du principal du collège, Émile Zola. Un mystérieux interlocuteur anonyme a en effet téléphoné au frère de Henri Bunier qui habite la cité balnéaire en pensant toucher le principal du collège qui lui loge dans une commune voisine. Il y a eu un coup de fil menaçant à quelqu'un de ma famille portant mon nom dans des termes évidemment assez voisins des menaces qu'avait reçues Madame Guillard elle-même. L'audition des 18 familles de parents d'élèves s'est poursuivie toute la journée. L'essentiel pour les enquêteurs, déterminer si les adolescents ont parlé de ce cours autour d'eux. On m'a tout simplement demandé si j'avais eu écho du cours dispensé par le professeur en question. Et comme je n'avais pas vu Christelle à la sortie des cours, j'ai répondu que non. On en a parlé le samedi à midi quand ils sont rentrés. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ben, ils m'ont donc dit m'expliquer pour le coup de Carpentras, quoi, ce qu'elle leur avait expliqué. Hein? C'était pas courant, mais je trouve ça bien parce que c'est bien de parler de l'actualité, quoi.
En fin de matinée, un représentant du ministère de l'Éducation nationale s'est rendu au collège. Il est venu apporter un message de solidarité de l'ensemble des enseignants français. Face aux tentatives d'intimidation, ne peuvent que nous renforcer dans le sentiment qu'il faut enseigner l'éducation civique et qu'il y a des valeurs, et les valeurs et de la démocratie et de la République, et que ces valeurs s'enseignent. Demain, le recteur de l'Académie de Poitiers assurera à Royan le cours de Madame Guillard. Les profanations sont désormais si fréquentes et les risques d'agression ou d'affrontement si réels que les hommes politiques modérés ont décidé de redoubler de vigilance. Ainsi, François Mitterrand, au cours de son voyage en Polynésie, a de nouveau lancé un appel à la tolérance. Je vous propose de l'écouter. Il faut savoir maintenir entre vous ce climat de confiance et de tolérance, et je voudrais bien que cette leçon de tolérance soit entendue bien au-delà de chez vous, qu'elle soit entendue jusqu'à la lointaine métropole. Un peuple n'est fort que s'il reste uni dans le respect de ses propres différences. Et pour montrer leur bonne volonté, autrement dit pour tenter d'apaiser le débat, les socialistes ont décidé de retirer l'une de leurs propositions qui suscitait une vive polémique. Le bureau exécutif du PS ne proposera plus, ou du moins pour un certain temps, de donner le droit de vote aux immigrés. Un changement de cap apparemment apprécié par l'opposition qui demande tout de même un engagement solennel des socialistes. Reportage Daniel Sportiello. Il faut avoir du réalisme en politique, estiment les socialistes, qui, comme Pierre Mauroy, n'ont plus envie d'agiter le chiffon rouge du vote des étrangers en France. Cette réforme durement combattue par l'opposition demanderait une révision constitutionnelle. Et la gauche parlementaire sait qu'elle n'a aucune chance de la faire aboutir, avec la majorité requise des 3/5. Pas question non plus d'envisager de faire un référendum sur cette question, qui passe mal dans l'opinion. Et le PS a préféré mettre le droit de vote des étrangers en veilleuse. Alors, un cadeau à la droite ? Il ne s'agit pas du tout de cadeau à la droite, il s'agit simplement de constater qu'une mesure que nous souhaitons et qui un jour entrera en vigueur, mais un jour plus tard, il n'est pas réaliste, il n'est pas raisonnable de continuer à la présenter tous les jours alors que nous savons que dans l'immédiat, l'opinion française n'est pas prête à l'accepter. Un report qui tombe bien, en tout cas, à quelques jours d'un débat parlementaire et d'une table ronde sur l'immigration à Matignon. L'opposition d'ailleurs n'a pas manqué de réagir devant ce geste de bonne volonté. S'il n'y avait pas eu cette décision de prise, il n'y aurait eu certainement aucune rencontre à Matignon sur l'immigration. Donc cette décision devrait permettre de décrisper les choses et de permettre cette rencontre. Vous le voyez, l'initiative est appréciée par l'opposition qui tient, elle aussi, à donner le bon exemple. Plusieurs maires de droite modérés ont ainsi décidé de mettre en quarantaine le Front National en refusant de prêter ou de louer la salle des fêtes à l'extrême droite. Albert Epamonti. Un petit tour et puis s'en va. Franz Schönhuber, l'ancien Waffen-SS, leader de l'extrême droite allemande, parade dans les rues de Lyon aux côtés du responsable local du Front National. Pure bravade, quelques jours auparavant, le maire de la ville l'a déclaré persona non grata. La connotation nazie est insupportable dans la capitale de la résistance, explique Michel Noir. Le maire de Lyon donne ainsi le la. Aujourd'hui, certaines municipalités d'opposition lui emboîtent le pas, tissant une sorte de cordon sanitaire autour de Jean-Marie Le Pen. Dinard en Bretagne, Angoulême, c'est maintenant au tour du maire UDF de Vichy de refuser une salle au Front National. Date prévue du meeting le 29 septembre prochain, jour précisément du Yom Kippour. Ce n'est pas par hasard que Jean-Marie Le Pen veut venir à Vichy le jour de la plus grande fête juive de l'année. C'est pour remuer les démons du passé. Il l'a déjà fait il y a quelques jours à Lyon en invitant à son meeting un ancien officier allemand de la Waffen-SS, ce qui a obligé le maire de Lyon à annuler la réunion. Bien, aujourd'hui, c'est pareil. Je conçois que ma décision aujourd'hui peut entraîner peut-être quelques polémiques, mais je préfère de loin quelques polémiques à ce qui se passerait si je laissais faire ce meeting. La fausse note, mais de taille, vient de Nice. Jacques Médecin qui accueille le congrès du Front National, dont l'invité d'honneur n'était autre que Franz Schönhuber. C'était, il est vrai, avant Carpentras. Et dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui par l'hebdomadaire VSD, Jacques Chirac lance un appel aux hommes politiques, aux jeunes et à l'ensemble des Français pour qu'ils rejettent solennellement la xénophobie.
Engagez-vous, engagez-vous, messieurs, sachez que ce slogan n'est plus, mais alors plus du tout à l'ordre du jour. L'armée française envisage même une diminution globale de 50 000 personnes au sein de ses effectifs et le passage du service militaire de 12 à 10 mois. Une réduction importante qui semble prouver qu'on a moins besoin de militaires en France. Pourquoi? Réponse avec Pierre Babet. Scène de la vie ordinaire dans une caserne française. Ces appelés font leur classe, ils passeront 12 mois sous les drapeaux. Question, combien leurs cadets feront-ils de service dans quelques années? Réponse, un certain temps, assurément un peu moins. Plus sérieusement, les gros bataillons, c'est fini. Les armées ne peuvent plus absorber des classes de contingents pléthoriques. Inutile, trop cher. Trop cher parce qu'il faut tout à la fois tenir les promesses de la loi de programmation, fabriquer les nouveaux équipements et entrer dans un budget simplement reconduit de 190 milliards de francs pour 91. Inutile parce que les armées, et particulièrement l'armée de terre, doivent retrouver un format plus resserré, désarmement oblige. Hors de question de faire dégager des cadres, l'armée a déjà maigri de 15% en quelques années. Reste une solution, diminuer le nombre d'appelés simultanément sous les drapeaux, donc réduire la durée du service. Dernière formule envisagée, un service à 10 mois, plus 2 mois d'initiation à la vie professionnelle, mais pas forcément en kaki. Le président sud-africain de Klerk tient ses promesses. L'abolition de l'apartheid entre dans les faits. Jusqu'à présent, les hôpitaux publics étaient interdits aux Noirs. Ils ne le sont plus. Marc Mémon. La couleur de la peau ne sera plus un critère de sélection des malades en Afrique du Sud. C'est officiel, depuis ce matin, l'apartheid dans les hôpitaux est aboli. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé et les 240 hôpitaux du secteur public seront enfin ouverts à la population sud-africaine dans son ensemble. La situation devenait insupportable dans le seul hôpital général de Johannesburg qui était réservé aux Blancs. Seuls 50% des lits étaient occupés, tandis que des centaines de malades noirs devaient coucher à même le sol dans le seul hôpital pour les Noirs de Soweto. La décision du gouvernement de Frédéric de Klerk prolonge dans la vie quotidienne des Sud-Africains les négociations qu'il avait menées tout récemment avec l'ANC et Nelson Mandela. Prochaine étape vers l'abolition totale de la politique de ségrégation raciale de l'Afrique du Sud, les écoles qui seront prochainement ouvertes à tous les enfants, quelle que soit la couleur de leur peau. Reste à savoir comment ces mesures anti-apartheid seront accueillies et vécues par la population et en particulier par la minorité blanche. L'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est sont aujourd'hui plus discrètes dans leur lune de miel. Elles en parlent moins, mais elles agissent. Le traité d'État instaurant l'union économique et monétaire est bouclé. Il sera signé demain, mais la nouvelle Allemagne devra compter avec l'Union soviétique. Moscou a suspendu aujourd'hui le retrait de ses troupes de RDA. C'est manifestement un geste politique. Le Kremlin veut des garanties sur le statut de la nouvelle Allemagne. Cela illustre un certain raidissement de Gorbatchev face à l'Ouest. En Roumanie, à 3 jours des élections, tous les sondages donnent Ion Iliescu comme largement majoritaire. Même si ces sondages ne sont pas toujours très fiables, le leader du Front de Salut National est apparemment très soutenu, notamment à Bucarest où plus de 60% des électeurs seraient prêts à voter pour lui. Portrait de l'homme qui deviendra sans doute dimanche le nouveau numéro 1 roumain. Un reportage de nos envoyés spéciaux Philippe Pister et Marc Doux. Ion Iliescu le 22 décembre 89. Nous sommes au siège du comité central. Ceausescu vient de s'enfuir. Le Front de Salut National se constitue. Iliescu est au premier rang. Depuis, il n'a pas quitté le pouvoir. Aujourd'hui, les Golan de la place de l'université en ont fait leur cible favorite. Le président roumain aurait volé la révolution, profité de l'étincelle populaire pour s'installer au pouvoir. Iliescu accusé de néo-communisme et de s'être compromis avec Ceausescu. Né en 1930, famille de tradition communiste, ingénieur hydrotechnicien de formation, l'homme, il est vrai, est un produit du sérail. Toute une carrière au sein du PC, des jeunesses communistes à la présidence de l'association des étudiants communistes. Quand tombe la disgrâce, il est alors secrétaire du comité central. Il l'explique à la télévision roumaine. 1971 marque ma rupture avec Ceausescu. J'avais alors des responsabilités au sein du pouvoir. En juin, au comité central, j'ai été blâmé, accusé d'intellectualisme. Iliescu s'oppose au dictateur qui, de retour de Chine, entend appliquer une mini-révolution culturelle en Roumanie. Progressivement, la disgrâce lui fait perdre postes et fonctions. Il se retrouve simple directeur d'une petite maison d'édition quand éclate la révolte.
Loin des Golan et de leurs accusations de néocommunisme, la grande masse des Roumains. Pour elle, Iliescu égale révolution, fin de l'esclavage, et elle le montre dans les meetings. Il aime le peuple, je crois. Il aime la Roumanie. Ses détracteurs disent qu'il est communiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bon, il a été communiste, mais je crois qu'il s'agit d'une rupture. Non, dans son âme, dans sa pensée, dans sa conscience. Non? Des années de culte de la personnalité créent des habitudes, mais aujourd'hui la ferveur est spontanée. Pour ces gens, les autres candidats sont des étrangers. La majorité désorientée des Roumains se cherche un père. La cécité et ses traumatismes, c'est l'objet d'un colloque de psychiatrie qui se tient en ce moment même à Paris. Mais les psychiatres ne veulent pas désespérer ceux qui ne voient pas ou ceux qui ne voient plus. Et ils mettent en avant un exemple, celui d'un comédien qui a perdu la vie il y a 10 ans et qui tient à rester sur les planches. Une vraie leçon de courage. Reportage Anne Rogère et Christian de Carnet. On va juste reprendre. Déterminé et sûr de lui, il dirige ses comédiens, mais il ne les voit pas. Ça me semble pas encore très clair. Un matin, Bruno Netter s'est réveillé aveugle. C'était il y a 10 ans, tumeur au cerveau. Après une phase de dépression, il a voulu reprendre sa vie comme avant. Comme avant, il prend le métro pour aller au théâtre. Mais maintenant, c'est par la mémoire qu'il suit le trajet, station par station. En fait, le métro suit les rues et là, il va retourner pour se trouver dans le boulevard Raspail. Donc en fait, vous voyez les rues dans votre tête? Oui, ça y est, là, il tourne. Voilà, on tourne, boulevard Raspail. Dans le métro, Bruno se repère au bruit de la foule et à l'écho de ses propres pas. Au théâtre, c'est plus difficile. Au sol, quelques repères quadrillent le décor. Mais il faut un long repérage pour trouver ses marques. Donc je repars, je peux aller vers l'escalier, ou alors je repars par là-bas, par là. Bruno, enfermé dans sa nuit mais attentif. Toujours les yeux ouverts et le regard dirigé vers celui des comédiens, comme pendant l'interview. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous le regardez droit dans les yeux. Oui. Alors pourquoi, moi, qui ne vous vois pas, je ne vous regarderai pas dans les yeux parce que vous avez besoin de cet échange. Vous essayez de me regarder dans les yeux. Moi aussi, d'une certaine façon, j'essaye de vous redonner cet échange. Un autre regard direct mais vide, Claire. Elle aussi aveugle depuis 10 ans. Image surréaliste, elle se maquille elle-même, comme avant. Dans la pièce, Claire aime Bruno, mais elle veut lui cacher qu'elle est aveugle. Des mains de... Oh, ça va. Mais c'est Charlie, c'est dire. Vous avez des mains de... Des mains? Et vous, monsieur Vertus, vous avez des mains de pianiste. Jeu de l'amour et de la peur, jeu de miroir entre la fiction et la réalité. Cette pièce, elle montre des gens qui ont une cécité intérieure, en fait, qui ne veulent pas se regarder eux-mêmes et regarder ce qu'il y a autour. Et la cécité que tout le monde peut avoir, et qui est tout à fait autre chose que le fait de ne pas voir. Si un jour tu choisis la vérité de la nuit, rappelle-toi de moi. Bruno et Claire, ou le théâtre comme leçon de vie. Poète et aveugle, Borges disait, être aveugle, ce n'est pas un handicap, c'est une façon de vivre. Je vous le disais au début de ce journal, un jeune homme armé a pris en otage 2 magistrats au palais de justice de Metz, où se trouve notre correspondant Bernard Derty. Bernard, vous avez des nouvelles? Oui, la situation a sensiblement évolué à présent, puisque les policiers viennent à l'instant même de faire dégager la foule qui s'était agglutinée autour de ce palais de justice. Ils viennent de mettre à disposition du jeune preneur d'otages une R9 beige. On pense qu'il devrait quitter ce palais de justice dans les quelques minutes à venir. On ne sait s'il quittera ce palais de justice avec ou sans les otages. Tout ce que je puis vous dire pour l'instant, c'est que les policiers ont revêtu leur brassard et qu'on s'apprête à peut-être connaître un début de dénouement dans cette affaire. Et que réclame-t-il précisément, Bernard? Eh bien, il réclame la liberté de sa petite amie qui est mineure et qui était interrogée par les juges pour enfants, et il réclamait sa liberté. On vous retrouvera sans doute au cours de ce 19-20 ou à la fin de ce 19-20. Élise? Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France grâce aux images de nos stations régionales. Commentaire, Pascal Justice.
Clôture aujourd'hui à Nanterre du 33e congrès de la Fédération CGT de la métallurgie. Dans son discours, Henri Krasouki a accusé le gouvernement de pratiquer une politique patronale. Le gouvernement Rocard, a-t-il déclaré, aurait fait avec Renault ce que celui de Chirac n'avait pas osé faire. Opération Ville Morte aujourd'hui à Morteau dans le Doubs. La municipalité organise cette opération en solidarité avec les salariés de l'horlogerie. Depuis le début de l'année, 5 entreprises ont déjà fermé leurs portes dans ce secteur clé de l'économie locale. 450 emplois sont menacés. Un agent des impôts et un dirigeant de l'Office national des vins ont été inculpés aujourd'hui à Montpellier pour escroquerie, corruption et abus de confiance. On leur reproche des malversations qui porteraient sur des primes d'arrachage. Les pots de vin s'élèveraient à 300 000 francs. La Cogema vient de sortir un détecteur de radon pour grand public. Le radon est un gaz faiblement radioactif qui peut s'infiltrer dans les maisons par le sol. À l'origine, l'appareil est utilisé dans les mines d'uranium, mais aux États-Unis, les particuliers se l'arrachent. Coût de l'instrument, 6 000 francs pour rassurer les inquiets. Il a fallu 2h80 pompiers ce matin au Bourget pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré aux entrepôts du musée de l'air et de l'espace. 20 avions de collection ont été détruits, dont un Fighting, cet appareil avec lequel Saint-Exupéry a disparu en 1944. Très beau cadeau d'anniversaire pour Jean-Denis Bredin, le célèbre avocat et écrivain, a fêté aujourd'hui ses 61 ans à l'Académie française, où il succède à Marguerite Yourcenar. Véronique Bonenora. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ce jour vainqueur vous apporte le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, monsieur. Mon cher Jean-Denis, soyez le bienvenu parmi vos pères et vos amis. Jean-Denis Bredin a 61 ans aujourd'hui, le même âge que son ami et voisin de banc Bertrand Poirot-Delpech. Ils ont l'air de deux potages qui se réjouissent de la bonhomie de Pierre Moineau qui conclut sa réponse de façon si incongrue sous la coupole des immortels. Avec eux, avec Jean-Pierre Angremy et Jean d'Ormesson, la moyenne d'âge des académiciens remonte nettement et ce fut sensible dans le ton et l'écriture du discours de Jean-Denis Bredin. Je vous remercie pour cet amateur d'objets que vous avez convié à regarder de près une épée, à la toucher même pour la première fois. Une épée imaginée pour de mystérieux emplois, pour faire reculer la sottise, pour découper les livres, ou simplement pour aider à se tenir. Son visage ridé, son corps épaissi, enveloppé dans une grande robe de chambre, expriment une souveraineté qui tient à distance. Un éloge très vivant et sensible de son prédécesseur, Marguerite Yourcenar, décidément une nouvelle musique sous la coupole. Fabrice à 20h, Eddie Mitchell et Clint Eastwood à 20h30. Marcotement à 22h30 pour les infos et tout de suite la météo complète de Florence Klein. Et des informations sur la prise d'otage évidemment à 22h30. Bonsoir, à demain 19h. Bonsoir.